Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour une vidéo critique de Dungeon Saga Origins. Il s'agit d'un dungeon crawler coopératif qui est sorti cette année, donc en 2024 au moment où je fais la vidéo. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, si on incarne un maître de jeu, et pour des parties qui vont durer entre 1 heure et 2 heures. Dungeon Saga Origins se veut un peu comme un préquel de Dungeon Saga The Dwarf King's Quest, tout en cherchant à offrir une expérience plus accessible. Il va s'inspirer fortement des jeux de rôle classiques aussi. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est un support idéal pour faire du jeu de rôle sans se prendre la tête. Et on va également avoir forcément une inspiration des dungeon crawlers, comme HeroQuest ou Descent. On va incarner des héros, donc qui sont au nombre de 4. Nous avons Madriga, l'archère elfe, Orlaf, le barbare humain, Rordin, le combattant nain, et Danor, le sorcier humain, pour lesquels nous avons chacun des figurines qui sont tout à fait correctes. Et on reviendra un peu sur la partie matérielle après. Donc voici le nain et notre archère. Donc on va incarner ces héros pour accomplir des quêtes qui se trouvent dans ce livret-là, le procès de la tyrannie, qui est en fait la première campagne en quelque sorte, quelque chose de plus vaste, et la suite sera dans les extensions. Donc ça serait un peu une première critique, c'est que on nous donne une histoire au début, qui est plutôt sympa, voilà. Sans être original, c'est plutôt agréable à lire. Et puis au final, au cours de nos différentes missions, on va arriver à un point où on se rend compte qu'on a fait tout ça juste pour trouver un objet qui nous permettra d'accéder à la prochaine étape. Donc quand on a fini la boîte de base, on reste un peu sur notre faim. Alors, c'est pas vraiment une critique parce que ça donne aussi envie après d'aller potentiellement plus loin et d'acheter des extensions. En soi, je trouve pas ça mauvais comme fonctionnement, c'est juste que c'est un peu surprenant d'arriver au bout de ta partie, il y a quand même une petite conclusion, mais tu sens que ça appelle à la suite, et on n'a pas... En tout cas, je n'ai pas eu vraiment ce sentiment d'avoir terminé la campagne et de pouvoir enquiller avec une autre. C'est pas du tout ça, c'est une partie de la campagne. Alors là, c'est la version de base aussi que j'ai, hein. Il existe une version Legacy qui comprend déjà tout le matériel. Donc à chaque fois qu'on va faire une quête, il y en a 10, je vais vous montrer un peu la première, à quoi elle ressemble, ça donne une idée. Donc pour chacune, on va avoir une petite histoire que le MJ va raconter. Il va également avoir quelques informations qui vont lui être spécifiques. Justement, en fait, le paragraphe qui est au-dessus doit donner suffisamment d'informations au joueur pour savoir ce qu'il doit faire dans ce tour. Et en dessous, vous avez toute la mise en place qu'il va y avoir. Au début, vous ne mettez pas tout d'un coup, vous mettez petit à petit. Donc la mise en place se fait assez vite. La victoire va être obtenue forcément en complétant les objectifs qui sont fixés par le texte et les conditions de victoire. Et on va également avoir pas mal de dangers qu'on va devoir affronter, aussi bien les monstres que nous avons ici, mais il y aura également des pièges. Un tour de jeu, il correspond essentiellement à 2 phases. La première, ça va être l'activation des héros, donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir se déplacer, combattre, explorer. Et après, on a une activation des ennemis, où ça va être les ennemis qui réagissent. Et sous certaines conditions, le MJ va également pouvoir intervenir sur le jeu pour compliquer un peu plus la tâche aux héros. Donc il va pouvoir faire apparaître des nouveaux monstres, ou les faire attaquer plus vite. Voilà, il va avoir comme ça des petites interruptions qu'il va pouvoir jouer au cours de la partie. Donc voilà pour la présentation très générale du jeu, mais qui vous permet déjà d'avoir un peu un petit aperçu de ce qui est proposé. Si on va un peu plus loin dans l'analyse du gameplay, donc comme je vous l'ai dit, il y a 10 scénarios qui sont inclus dans cette boîte de base. Je les trouve très bien conçus, il y a des bonnes idées, de belles trouvailles, ce qui fait qu'on peut vraiment profiter à chaque fois de petites nouveautés ou de petites surprises qui sont plutôt intéressantes et bien trouvées, bien intégrées dans l'histoire générale. On va aussi pouvoir choisir un scénario. Par exemple, là, la quête 6, j'essaie de pas tout vous montrer. Hop. Pour la quête 6, on va avoir une mise en place spécifique si on veut
commencer qu'à partir de cette quête. Si, je sais pas, vous avez perdu la sauvegarde, ou si la progression de quête en quête ne vous intéresse pas trop, ils ont prévu cette possibilité-là de commencer ou de faire une seule quête, une sorte de one-shot en fait, que vous allez faire une seule partie, avec déjà le matériel et l'or qui va vous permettre de profiter de l'aventure, comme cela, sans avoir besoin de faire toutes les autres quêtes. Au niveau de la narration, comme vous l'avez vu, c'est très succinct. Donc si vous aimez bien avoir un jeu un peu plus narratif, ce sera OMJ de le faire. Et pour ceux qui n'aiment pas trop le blabla et la mise en scène, la description de l'environnement, ça devrait bien vous satisfaire de pouvoir facilement entrer dans le jeu. Alors j'en ai également parlé un peu avant, mais je trouve que la mise en place se fait très rapidement, puisque on met pas tout en place dès le début de la partie. On met certes les 3 plateaux qui sont ici, qui rappellent un peu Zombicide, qui sont recto-verso, et qui vont nous permettre d'avoir des mises en place très différentes les unes des autres. Et du coup, quand on met en place la partie, on met nos 2 ou 3 tuiles, et les quelques premiers objets et monstres qui sont disponibles dans la salle et visibles par les héros. Au niveau des ennemis, il n'y en a pas non plus pléthore, comme vous pouvez voir, mais je trouve que la variété est suffisante pour prendre plaisir à dézinguer des zombies, des squelettes, des fantômes, des squelettes archers. Il y a quelques quand même variétés qui sont intéressantes et qui donnent l'impression quand même de combattre contre plusieurs entités et pas une seule. Cette variété-là, elle est plutôt appréciable. Et s'il y en avait plus, je suis pas sûre que ce serait aussi bon, en tout cas pour les joueurs comme moi, parce que ça ferait beaucoup... déjà, des fois, je me suis trompée. D'ailleurs, si vous voyez mes vidéos de partie, je me suis des fois trompée avec les symboles qu'il y a sur le livret, en mettant les mauvais monstres. Alors, ça change pas non plus du tout au tout, mais voilà. Là, ça permet vraiment d'avoir une variabilité, tout en ayant une facilité de jeu qui est intéressante. Il faut aussi savoir que là, du coup, c'est la boîte de base, et dans les extensions, vous en aurez d'autres. Il me semble qu'il y a des gobelins, tout comme ça, qui vont un peu aussi changer ce que nous allons devoir affronter. Au niveau du combat, je trouve que c'est là aussi un système intéressant. Donc nous avons 10 dés. Les bleus représentent notre force, et les blancs les forces ennemies. Sur nos cartes personnages, mais également les cartes monstres, on va du coup avoir une force au corps à corps, une force à distance, et une armure, donc les dégâts qu'on va ignorer. Quand on lance les dés, donc en fonction de nos dés, on va dire que c'était ça, de nos caractéristiques, on va comparer, on va mettre les dés de plus forte valeur en haut pour chacun, et on va les comparer. Donc déjà, tout ce qui va être en dessous de la valeur d'armure du défenseur, on va les ignorer. Donc si là, par exemple, la valeur d'armure du défenseur est de 2, et que c'est moi qui attaque, le 1 ici, il est ignoré. Et ensuite, on compare. Donc là, 3-6, c'est lui qui l'emporte, il arrive à bloquer l'attaque. Et ici, 3-1, j'arrive à lui faire des dégâts. Donc je lui fais une touche. La plupart des ennemis dans cette boîte-là nécessitent d'avoir 2 touches. Il y en a un seul qui meurt à la première touche. Donc il va falloir bien choisir contre qui vous allez vous battre, et également essayer d'avoir des avantages en fonction de votre placement face à eux pour diminuer leur dés. Ils lancent forcément 2 dés à chaque fois pour se défendre. Donc c'est un système que je trouve assez intéressant. Au départ on se dit que ça va être peut-être un peu compliqué, mais après en fait ça se fait très naturellement, et c'est même assez surprenant à quel point ce système fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que je me suis déjà retrouvée dans des situations où je lançais à l'appel les dés en attendant que le combat soit à mon avantage, soit en ma défaveur, mais qu'il se passe quelque chose. Et des fois, tu lances, tu fais comme ça plusieurs lancers de dés, sans réussir à vaincre celui en face ou à perdre, ce qui débloquerait aussi la situation. Et là-dessus, c'est vrai que c'est des fois un peu agaçant. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement qu'on peut avoir une progression de quête en quête. Elle est de 2 manières. Donc déjà, on va pouvoir, au cours de notre aventure, gagner de l'or. Et on va également après, du coup, pouvoir acheter des équipements en fonction... Alors, au début de la partie, ou à la fin de la partie, on va lancer un dé, et ça va nous indiquer le nombre de cartes qu'on va pouvoir révéler. Donc par exemple, on en révèle 5, et parmi ces 5-là, on va pouvoir les choisir en fonction du coup d'or ici, et également des caractéristiques qu'il y a sur la carte. On ne va pas pouvoir avoir plusieurs aumes, ça n'aurait aucun sens, plusieurs chaussures, donc voilà. Donc ça, c'est la première manière d'améliorer ces personnages. La deuxième, c'est qu'on va gagner de l'expérience. Si on arrive à finir la quête sans avoir été affaibli,
Dans ce cas-là, on va réussir à avoir 2 expériences. Si on arrive à aller au bout mais qu'on a été affaibli une fois, on n'obtiendra qu'une expérience. Ce que j'appelle affaibli, en fait, c'est que quand vous allez arriver à 0 point de vie, vous avez un token de régénération qui va vous permettre de revenir au maximum de vos points de vie. Par contre, ces tokens de régénération, quand vous les avez utilisés, ils sont disponibles pour le MJ pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est vrai que c'est parfois... on est parfois dans des situations assez compliquées et cette régénération-là, elle est quand même très intéressante. Et du coup, avec ces expériences, qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Et bah, là, je trouve ça un peu moins intéressant. Parce qu'en fait, on va du coup choisir un talent héroïque qui est disponible ici. Donc comme je vous l'ai dit, on gagne entre 0 et 2 points d'expérience à chaque quête. Ceux à 4 expériences, je les trouve pas très utiles à mon sens. Donc on va plutôt essayer d'avoir les 5, 6, 7 expériences. Des fois, vous allez mourir dans votre partie et du coup, vous allez en plus rien gagner. Ce qui fait qu'en général, il va vous falloir 3-4 quêtes pour réussir à avoir un talent héroïque. Et moi, j'attendais du coup toujours d'avoir le moment opportun pour les utiliser, comme c'est quand même assez difficile à avoir. Et au final, j'en utilisais un pendant ma campagne et il me semble qu'à la fin, il m'en restait 2. Les 2 autres, je les utilisais vraiment contre le combat final. Donc cette partie-là, je suis pas spécialement convaincue. Au cours de notre partie, des différentes quêtes qu'on va réaliser, on va également pouvoir trouver des armes légendaires qui pourront être conservées pour les quêtes suivantes. Par contre, tout ce qui va être les potions qu'on va pouvoir trouver pendant les quêtes, à la fin de la partie, on les a perdues, on les remet dans le paquet. Et enfin, pour cette analyse du gameplay, le dernier point que je noterai, c'est que le jeu ne va pas vraiment s'équilibrer en fonction du nombre de personnages que vous allez jouer. Si vous en jouez 2, 3 ou 4, le minimum étant de 2, la difficulté va pas vraiment varier. Pas d'elle-même en tout cas. Et le jeu va vraiment devenir plus difficile. Alors ça peut être une bonne chose en fonction de ce que vous cherchez, mais je trouve ça un peu dommage que ce ne soit pas un peu équilibré. On va pouvoir manuellement modifier la difficulté avec ces cartes-ci, avec les 2 engrenages, qui sont en fait des cartes pièges, des cartes monstres, qui vont venir complexifier le jeu. Donc ça va être plus là-dessus qu'on va pouvoir adapter la difficulté. Cependant, il n'y a pas vraiment de tableau pour conseiller, donc c'est un peu débrouillez-vous et puis essayez de faire en sorte que ça vous convienne. Bon après, on n'est pas sur des jeux qui ont pour vocation d'être impossibles à réaliser. C'est censé être challengeant et mettre dans une ambiance où tu dézingues un peu tous les monstres qui passent devant toi. Donc avant tout, c'est de se faire plaisir en jouant et pas forcément en recherchant une difficulté extrême. Alors là, j'ai vraiment parlé du gameplay en général. Je vais faire un petit focus sur le mode solo qui est assez rare pour cette gamme de jeux, les Dungeon Crawler. Et puis après tout, vous êtes sur une chaîne qui parle beaucoup de solo. Donc pour pouvoir jouer au mode solo, sans se dévoiler les secrets et les différentes quêtes qu'il va y avoir dedans, nous allons jouer sur une application web qui est plutôt bien faite, il faut s'inscrire, et puis après vous pouvez lancer une campagne, et d'ailleurs en gérer plusieurs avec le même compte. Donc c'est pas mal si vous voulez vous lancez une partie tout seul, vous lancez une partie à 2 où c'est géré, où le MJ c'est l'application web, et vous pouvez en avoir une deuxième. Vous pouvez également garder vos précédentes parties en historique. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien fichu. L'application par contre elle est que en anglais, donc ça oblige un petit peu à lire le scénario dans le livret ici, pour ensuite être sur l'application web. Une fois qu'on a lancé notre partie, il y a certes quelques mots en anglais. Si par exemple ça vous dit piocher une carte exploration, vous avez l'image de cette carte-là à piocher. Je pense pas que ce soit gênant même sans connaître l'anglais. Par contre, je trouve qu'elle n'est pas encore finalisée et il y a notamment des soucis importants pour le scénario 5 qui m'ont vraiment agacé sur ce jeu. Donc si vous faites en solo ou en coop, lisez bien le scénario 5 avant de jouer dans le livret, parce que sinon vous allez passer à côté de trucs qui font un peu effet waouh et puis qui changent du tout au tout. Donc là-dessus, c'est quand même vraiment dommage, et je trouve que ça gâche quand même fortement l'expérience. C'est vrai que j'ai plus vu le jeu de la même manière après, parce que j'étais toujours en train de me dire j'espère que je loupe rien du livret, quoi. Donc de temps en temps, j'allais regarder le livret, sauf que j'aime pas trop parce qu'on voit quand même en dessous ce qui nous attend, là où il y a des coffres où on peut trouver des objets légendaires. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Autrement, en fait, on peut jouer sans cette application web, en regardant forcément du coup le livret, et dans les 2 cas, on va jouer avec ces cartes-ci.
Donc on a une carte humeur du maître qui va être le MJ. S'il est passif, il fait pas d'interruption, on a vu tout à l'heure. Et s'il est agressif, là, il va essayer de faire des interruptions. Ça va dépendre des cartes que vous avez explorées. Il y a quand même pas mal de conditions pour pouvoir l'activer. Je trouve ça un peu lourd. Je pense qu'il y aurait peut-être eu un moyen un peu plus simple de le mettre en place, parce que c'est vrai que moi, des fois, je l'oubliais, parce qu'on gère plein de trucs, etc. Et puis après, tu dis, ah mince, j'ai pensé aux 3 actions que j'avais fait avec mes personnages, et puis j'ai déjà tout joué, et puis maintenant, c'est le tour des ennemis, et j'ai oublié de faire l'interruption. Du coup, tu retournes en arrière, tu te dis, bon, là, je fais une interruption, ok, je la fais maintenant. Enfin, je trouve qu'on peut facilement oublier toutes les conditions qu'il y a pour que ça s'active. Bon, ça, c'est une première chose. On arrive quand même à se dépatouiller avec. Ensuite, chaque monstre va avoir une caractéristique principale, s'il est rusé, s'il est vicieux, s'il est décérébré ou nué. Je sais pas trop pourquoi nué, mais en fait c'est qu'ils vont essayer de se regrouper entre eux pour devenir plus forts. Et chacun de ces types de monstres vont avoir des règles spécifiques en fonction de leur distance par rapport à vous, s'il peut vous attaquer. Il y a également du coup une cible qui peut changer un petit peu. Le déplacement et par rapport au boss, il y a l'initiative du boss. Donc voilà pour la partie solo, vous avez du coup ces cartes-là qui vont vous indiquer comment fonctionnent les monstres, comment ils vont réagir. Et si vous le souhaitez, vous avez du coup l'application web pour éviter de connaître tout ce qui va se passer à travers le livret de quête. Au niveau de la critique de l'édition, j'ai vraiment pas grand chose à redire quant à la qualité des composants et même du matériel en général. On trouve le jeu pour 50-60 €. On a quand même un insert de qualité. Les pochettes, je crois qu'il y en avait, mais pas assez à mon goût, mais bon, c'est un détail. Les cartes, j'ai fait 11 parties, je crois. Pas un souci. Et bon, je les ai pas sleeve, il n'y a rien. On a quand même des figurines qui sont plutôt pas mal. Alors, je suis pas une experte, hein, mais les zombies, peut-être, ça va être les plus compliqués si vous voulez les peindre. Sinon, je trouve que les héros sont plutôt intéressants. Donc voilà, on a 22 figurines. Petit défaut que je trouve avec les figurines, c'est qu'il y en a quelques-uns, notamment Orlaf, qui ont un design de mouvement qui est plutôt sympa. Sauf que du coup, des fois, vous avez des cases comme ça, vous devez vous affronter, et du coup, ça gêne, on se prend un truc, on fait tomber des personnages. C'est un détail... Et c'est pas bien grave, mais c'est un petit peu dommage. Voilà. Surtout que le placement qu'ont nos héros et les ennemis ont une importance. Et du coup, c'est pas toujours évident de savoir dans quel sens ils s'orientent. Donc après, c'est à vous de vous mettre d'accord sur si je le mets comme ça, on dit qu'il regarde à gauche, etc. Voilà. Il y en a aussi qui prennent la référence de la hache pour dire, c'est tout droit. Voilà. Alors que pour moi, là, on serait un peu plus... Il y aurait un doute, voilà. Donc il faut se mettre d'accord au départ, c'est un petit détail. Ça ne gêne pas le jeu une fois qu'on s'est mis d'accord. Au niveau des jetons, pour l'or, je sais pas trop ce qu'ils sont amusés à faire, parce qu'il y a très peu de petites pièces, et on a des pièces à 500. Mais alors je sais pas si j'ai pas eu de chance, mais j'ai jamais atteint 500. Avant, je les dépense, ou... Bon. Donc je trouve ça un petit peu étonnant la répartition qu'ils ont mis pour les pièces, là aussi c'est un détail. Au niveau du plateau, on n'a que 3 tuiles, mais au final ils ont réussi à faire vraiment des mises en place assez différentes, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de jouer qu'avec 3 tuiles, qui sont certes recto verso. Les règles, elles sont plutôt bien fichues. J'ai pas eu vraiment de questions, je les ai trouvées par contre un peu longues. Pas vraiment des répétitions, mais ouais, parfois ça rentrait peut-être un peu trop dans le détail. On a aussi une partie pour le maître du jeu s'il est incarné par un joueur, et également, forcément, le maître de jeu automatisé, qui est quand même sur plusieurs pages. Voilà. Donc même pour jouer en solo, il faut un tout petit peu s'accrocher sur les différentes règles qui peuvent s'ajouter. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs, enfin même dans les premières, c'est sûr que j'ai fait des erreurs, et même par la suite, plonger dans le jeu, on en fait forcément, c'est pas très grave. Encore une fois, c'est pas un jeu où il faut trouver l'optimisation parfaite pour y arriver. C'est un jeu de carnage. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Vous allez également avoir un petit livret, tout petit, pour prendre en main un peu les concepts généraux du jeu. Le guide de démarrage rapide, vous avez un tutoriel avec, du coup, lequel vous voyez les principales actions que vous pouvez faire, donc notamment le déplacement, etc., le positionnement, puisqu'en fonction de votre positionnement, vous pouvez avoir des avantages ou des désavantages.
Également le système de combat qui est un peu particulier, qu'on n'a pas forcément sur les autres jeux, en tout cas j'en connais pas d'autres qui utilisent ce système. Et c'est un scénario très rapide, donc je trouve pas mal aussi pour le maître de jeu, qui va peut-être expliquer les règles, de d'abord faire cet épisode tutoriel, pour voir comment dans l'ensemble ça fonctionne et être plus à l'aise pour après le présenter aux autres joueurs. Donc on en arrive au moment du retour d'expérience. Alors déjà, il y a deux choses qui sont importantes à prendre en compte. C'est que au final, j'ai très peu joué à des dungeon crawlers, ce n'est pas ma mécanique favorite. J'aime bien en jouer de temps en temps et j'aimerais vraiment trouver un jeu sur lequel j'accroche particulièrement. Et le second point, c'est que mon retour d'expérience va essentiellement se baser sur le solo, même s'il y a des points en commun, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer à plusieurs. Et voilà, j'ai un peu attendu pour faire la présentation, mais je suis pas sûre d'avoir l'occasion d'y jouer à plusieurs. Donc voilà, donc ça c'est les deux points pour expliquer déjà le contexte. Vous avez pu le voir également que je l'ai mis dans mon top, mon dernier top 10 des jeux solo. Je me suis bien amusée à l'exception du scénario 5, vous l'aurez compris que j'ai une petite rengaine contre ce scénario-là. J'ai bien apprécié y jouer, ça m'a donné envie de découvrir d'autres jeux de dungeon crawler. Donc en ça, je le remercierai, j'aimais assez ce jeu. Est-ce que j'y rejouerai? Je n'en suis pas non plus sûre. Pas en solo en tout cas. Est-ce que j'attendrai d'avoir les extensions? Je suis pas sûre non plus. Et c'est pour ça aussi que je mettais un peu ce disclaimer au début. C'est parce que je découvre cet univers de dungeon crawler et j'ai envie d'en découvrir plein en fait. J'ai envie de découvrir d'autres systèmes pour voir celui qui me correspondrait le mieux. Et du coup, passer moins de temps sur celui-ci. Je suis pas sûre aussi que les extensions vont me donner vraiment des nouveautés suffisantes pour me faire intéresser au jeu. Je sentais déjà que vers la quête 8-9, je commençais à me lasser du jeu. J'avais mis un petit peu de côté pour reprendre goût un peu plus tard. Et au final, du coup, j'ai terminé la campagne, mais je sentais qu'il y avait plus ce petit côté immersion que j'avais au début. Je l'avais perdu au fur et à mesure d'y jouer, et aussi peut-être du temps pour y jouer. Je pense qu'il m'a manqué un peu de narration à chaque nouvelle quête pour pouvoir vraiment me replonger dedans à chaque fois. Par contre, je pense qu'à plusieurs, avec une personne qui fait le rôle de MJ, ça peut être un excellent support pour initier au jeu de rôle, ou pour, vous avez pas forcément prévu un truc, et puis vous avez un peu plus de temps, et écoutez, je sors ma boîte, je lis la prochaine quête, et puis on se lance dessus. Et c'est pour ça que, aussi, le système de... Forcément, si je prends un quête une, il n'y a pas, mais la mise en place pour une partie unique, elle est intéressante, parce que peut-être que vous allez jouer une fois par mois, et puis vous souvenir de qui a fait quoi, machin et tout. Vous prenez une quête au pif, et puis chacun se met d'accord sur les objets qu'ils souhaitent garder, et c'est lesquels ils veulent acheter. Donc c'est vrai qu'au final, je le recommanderais plus, de mon point de vue de joueuse plutôt d'autres, de deck building, et moins de dungeon crawler. Je vais plutôt le recommander pour les personnes qui jouent déjà surtout en solo, et qui veulent avoir une expérience de dungeon crawler plutôt sympathique, avec des parties rapides, parce que une fois qu'on connaît un peu... toutes les cartes du maître du jeu automatisé, les parties sont très rapides. J'ai déjà fait des parties en... J'allais dire 30 minutes, on va dire peut-être 45 minutes, ce qui je trouve est assez rapide pour parcourir des grandes distances. Dans vraiment cet esprit de découverte. Je pense que la boîte de base est suffisante. Ceux de toute manière qui sont très habitués au dungeon crawler et qui souhaitaient avoir un solo sur un de ces jeux, j'ai pas besoin de vous conseiller. Je pense que vous arriverez très bien à savoir si le jeu vous intéressera ou pas. Et mon avis pour vous ne sera pas très pertinent. Et il y a un dernier point qui est pour moi du coup de l'utiliser vraiment comme un outil pour faire du JDR de manière rapide, donc JDR, jeu de rôle, rapide, pour peut-être initier des personnes, ou même vous, pour avoir, là le MJ, il va être, le maître de jeu, va être assez simple à gérer, et du coup ça peut être aussi un bon entraînement pour essayer de faire maître de jeu sur des univers plus complexes, comme Dungeons & Dragons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous y avez joué, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le jeu. Je serais notamment curieuse de savoir si vous êtes fait avoir aussi scénario 5. Alors peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, ce sera peut-être corrigé dans l'application, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a bien agacé, et peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, je serais peut-être allé un peu plus loin avec des extensions. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de spécialement de continuer à jouer à ce jeu. Je considère qu'il m'a fait vivre de très belles expériences, et je regrette pas du tout. Je regrette pas non plus de l'avoir mis dans mon top. De toute façon, les deux vidéos ne sont pas si loin l'une de l'autre. Ce serait un peu étonnant de dire l'inverse.
mais je n'ai pas forcément envie d'aller plus loin sur ce jeu. J'ai plutôt envie de découvrir d'autres dungeon crawlers et voir ce qu'ils pourraient me proposer, et puis de petit à petit d'affiner ce qui me plaît dans ce type de jeu, dans cette mécanique de jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt, et en attendant, amusez-vous bien.